Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Macron déprime, Darmanin exulte et la caravane des BRICS passe. Avant de traiter ces informations et de nombreuses autres actualités, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer entièrement à la réinformation à l'aide de ces fameux et légendaires merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Terra Incognita, Michel Nalamène, Pierre-Louis Garnier, Corsair et Meckel. Merci à eux du fond du cœur. Et je tenais aussi à vous remercier pour tous les petits pouces levés. On a besoin de vous plus que jamais. Vous savez que nous sommes le 25 août. Thierry Breton va sévir. Et on a besoin de gentils messages et de diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Allez, tous ensemble, on va y arriver parce qu'il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles. Mais on va commencer, puisque c'est la tradition estivale, par la météo. La météo donc du vendredi 25 août, vous constatez ce que je vous avais annoncé hier, il y a une dépression, des orages, les températures baissent, il n'y a plus que sur le pourtour Méditerranée où nous avons véritablement des températures de saison. La fraîcheur va envahir petit à petit notre beau pays de France et dimanche 27 août, c'est le retour de la fameuse canicule, puisqu'il va faire des températures autour de 20-21 degrés sur notre sol national, de la pluie, quelques belles éclaircies, mais les températures dans l'ensemble sont très en dessous des normales de saison. Alors cela va commencer à embêter les escrocs terroristes. Ils vont donc devoir trouver des records de chaleur ailleurs que sur notre sol national. Eh bien, ça y est, c'est tout trouvé. Je dis ça, je dis rien. 45 degrés en Bolivie en hiver, oui, en hiver. Vous comprenez ce qui est en train de se passer ou pas tout à fait encore? Oui, moi j'ai bien compris ce qui était en train de se passer. Et vous allez comprendre pourquoi. 45 degrés en Bolivie, c'est tout à fait juste. Mais il y a un truc, un énorme truc. Vous pourriez me dire que la carte est très anxiogène, avec des rouges sanguins très effrayants. Il a bien fait 45 degrés en Bolivie. Mais ce ne sont pas des degrés Celsius, ce sont des degrés Fahrenheit. Cela fait plusieurs semaines que nous voyons des records de température en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, et c'est pour une raison simple, ce sont des degrés Fahrenheit. 45 degrés, cela correspond à peu près à 7 degrés, ce qui est une normale de saison. Voilà, on a bien compris ce qui était en train de se passer. Certains d'entre vous m'ont écrit en me demandant, mais il y a quand même des températures assez excessives en tout cas, il y a eu des températures très chaudes pendant une semaine, mais elles étaient prévues de longue date. Tenez, le phénomène El Niño peut-il toucher la France? Quelles conséquences à attendre? C'est désormais acté par l'Organisation météorologique mondiale, le phénomène El Niño s'apprête à se mettre en place dans le Pacifique. Les répercussions à l'échelle mondiale sont nombreuses et la France n'y échappera pas. Explication. En France et plus largement en Europe, les experts du climat s'accordent sur des conséquences d'El Niño limitées, contrairement à d'autres zones du monde. Toutefois, les observations lors des précédentes phases du phénomène indiquent un temps plus dépressionnaire que la normale, c'est-à-dire la pluie, celle que nous avons connue en juillet et en août, mais aussi plus chaud que la normale, parce que l'anticyclone des Açores risque d'être bloqué. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Ainsi, avec son retour prévu pour l'été, la probabilité de connaître des vagues de chaleur, mais aussi de puissantes dégradations orageuses, pourrait augmenter sensiblement. C'est d'ailleurs en ce sens que vont les dernières tendances saisonnières élaborées pour la période, s'étirant de début juin jusqu'à fin août. Le mois de juillet s'annonce d'ailleurs comme le plus chaud de la saison. Ces prévisions n'ont pas été écrites il y a une semaine, elles ont été écrites le 25 mai, c'est-à-dire que tous les météorologues du monde nous avaient prévenu qu'il y aurait un été chaud par moment et dépressionnaire. Vous ne trouvez pas curieux que ces experts du GIEC, dont on nous vante à l'intégrité, ils ont, paraît-il, un niveau scientifique stratosphérique, ne vous parlent donc jamais du phénomène naturel El Niño? Les météorologistes vous expliquent qu'il y aura des températures très chaudes cet été,
plus importante que la normale, parce qu'il y a une influence El Niño. Et eux, non, c'est toujours la faute du réchauffement climatique. Bon, on va pas rentrer dans des théories complotistes, vous les connaissez, ils essaient de vous terroriser afin que vous adhériez à ce fameux agenda de Davos 2030. Hein. Il y a même un type sur les réseaux sociaux, il s'appelle Marquis quelque chose, qui a fait un numéro sur les cités à zéro émission. Non, tout ça, c'est évidemment de la bêtise. Et puis dans les journaux, on vous terrorise également avec les incendies. Oui, les incendies, manifestement, il n'y en avait jamais eu avant 2023. Et lorsqu'on descend dans les articles, on a véritablement les vraies informations. Non, ces incendies provoquent colère et amertume. Beaucoup expriment colère et amertume alors que d'importants incendies ravagent la Grèce pour la deuxième fois en un mois après ceux des îles de Rhodes, de Corfou et Eubée et dans la région d'Athènes, fin juillet. Nikos Lazarou, un mécanicien de 32 ans, évoque ainsi sa colère. Les feux se répètent chaque année. Chaque année. Les autorités devraient prendre des mesures et les gens aussi, assure ce touriste qui vit en Allemagne. L'État doit vraiment durcir les sanctions en cas d'incendie criminel, bien évidemment. Cela ne peut pas continuer. Tout le pays a brûlé, a renchéri Xakoraris, maire adjoint de la localité voisine de Acharnes, sur la chaîne publique ERT, avant de fondre en larmes. La Grèce vit en effet un véritable drame national et le ministre de la Protection civile, Vassilis Kikilias, a accusé des pyromanes d'allumer des feux, mettant en danger les forêts, les propriétés et surtout les vies humaines. S'adressant à la télévision, à ceux qui déclenchent les incendies, il a assuré « Vous commettez des crimes contre le pays, nous vous retrouverons, vous serez responsables devant la justice ». Au pied du mont Parnès, 9 tentatives d'incendie volontaire ont été répertoriés jeudi matin, selon lui. 5 suspects ont été arrêtés dans la journée, selon un responsable de la police. En quelques jours, les incendies ont brûlé plus de 60 000 hectares dans le nord de la Grèce et 5 000 hectares à l'ouest d'Athènes, selon les estimations de l'Observatoire national des incendies de forêt géré par l'université Aristote de Thessalonique. Le bilan dépasse les 120 000 depuis janvier. Oui, un véritable drame national. Et cela n'a pas l'air d'émouvoir nos amis verts. Non, il n'y a que le réchauffement climatique qui les intéresse. Et les rappeurs. Oui, Marine Tondelier, ça y est, a reçu le chanteur de rap Medine. Et là, vous avez besoin de me consoler parce que j'ai écouté 3 morceaux du rappeur Medine pour me faire une idée de son univers musical. Je vous vois derrière votre écran, je sais ce que vous allez me dire, que tous les goûts sont dans la nature. Oui, je ne peux pas juger. Je dois quand même confesser qu'hier, avec mon épouse, on avait un différent au niveau de la musique, que j'aime beaucoup le ténor Giuseppe Di Stefano. Ma femme préfère Pavarotti. Pavarotti est certainement un des plus grands ténors, mais je trouve plus de sensibilité à Di Stefano. Vous voyez, c'est le genre de conversation que nous avons chez nous. Alors le rap, ça a été un vrai supplice. Et puis, il y a quelque chose qui me laisse pantois. L'univers musical est consternant. Medine, sait-il chanter? Il n'a pas de voix. Je parlais de Pavarotti et Di Stefano, eux, ils avaient de la voix, mais au moins quelque chose d'acceptable. C'est horrible à entendre. Et l'univers? Alors là, je suis resté pantois. La gauche se retrouve dans les clips vidéo de Medine. Les représentations des Français de souche sont purement et simplement racistes. Je ne parle même pas des représentations de nos policiers, c'est de l'anti-police le plus bas de plafond. Il y a une chanson qui s'appelle Anti-laïque, avec une défense des fanatiques. Je voudrais comprendre, expliquez-moi, Marine Tondelier, qu'est-ce qui vous excite autant dans Medine? Ah, j'ai peut-être trouvé la solution. J'ai bien dit excité. Parce que Medine, c'est pas l'homme soja, hein. C'est wesh, 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 c'est le gros macho. Vous avez tellement déconstruit les militants verts que vous allez chercher des grands costauds bien barbus, bien virils. Oui, c'est peut-être ça, en fin de compte, que vous appréciez dans Medine. Je pose la question, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, et cessez de me dire que tous les goûts sont dans la nature, le scarabée bousier pousse sa bouse, et il en est très ravi, mais est-ce que nous, on est obligé de pousser des bouses? À suivre. En tous les cas, cette
Cette invitation de Médine fait la joie de Gérald Darmanin, puisqu'il estime assez probable une victoire de Marine Le Pen. Et c'est pour remédier à cette prédiction électorale que Darmanin organise sa première rentrée politique dimanche et il entend ainsi s'adresser en priorité aux classes populaires. Il essaie de reconquérir les classes populaires qu'il avoue avoir perdues. Mais comment pourrait-il les reconquérir? À chaque fois qu'on ouvre la télévision, nous avons ce type d'informations. Gilbert Collard, Nîmes, 3 jours après le meurtre du petit Fayed, une nouvelle fusillade a eu lieu cette nuit à Pisevin. Un jeune de 18 ans est mort. Oui, alors vous avez le jeune de 9 ans, maintenant 18 ans. Alors qu'il y avait une compagnie de CRS, il y avait le raid. Assez de blabla darmanesque, il faut une présence militaire permanente dans ce quartier et dans toutes les cités de la drogue. Et lorsque Darmanin promet d'aller dans cette cité, il est obligé de la nettoyer. Fusillade à Nîmes, les rues de Pisevin nettoyées par une pelleteuse avant la venue de Gérald Darmanin ce vendredi. La France Potemkine de Macron, aucune solution, de la communication et de la mise en scène vide. Non, à mon avis, la reconquête des classes populaires est perdue d'avance. Mais il peut tenter quelque chose, Gérald Darmanin. Il peut tenter la danse du ventre, il peut faire un striptease pour la reconquête, le slip sur la tête, quelque chose comme ça. Parce que sinon, en mesure concrète, je n'en vois strictement aucune. Par contre, dans la rébellion de Gérald Darmanin envers Emmanuel Macron, nous avons de très bonnes nouvelles. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien qu'Emmanuel Macron est dans une situation quasi désespérée. Comment évaluer d'ailleurs cette situation désespérée? La première évaluation, le premier critère, c'est ce qu'on appelle le lynchage médiatique. Est-ce qu'Emmanuel Macron est critiqué par la presse ? Pas encore sur BFM et sur LCI, mais dans le Figaro, il n'y a plus un article positif en faveur du gouvernement d'Emmanuel Macron. Vous vous en doutez? Regardez ce titre. Emmanuel Macron a multiplié les tentatives d'élargir la majorité en vain. Et les critiques fusent à l'intérieur de l'article. En substance, Macron est fini. Il suffit pour s'en convaincre de regarder l'image, cela nous donne une tonalité de l'article, et bien la photographie n'est vraiment pas à l'avantage du président de la République. Et cela continue, ce sont les enfants qui sont en colère dans le Figaro, dans la même édition. Coup de com', hors sol, c'est ce que nous disions d'habitude. Approximation. Les annonces tous azimuts de Macron sur l'école agacent les enseignants. Le mot agacé reste un euphémisme. Non, ils sont véritablement en colère et ils n'attendent plus rien d'Emmanuel Macron. Quant à la première ministre, Elisabeth Borne, elle en prend aussi pour son grade. Madame Borne joue sur les mots. En 2024, les impôts vont bien augmenter. Vous vous souvenez de mon édition d'hier, elle a reculé sur les hausses d'impôts et le Figaro remet les pendules à l'heure. En dépit des déclarations d'Elisabeth Borne, la pression fiscale continue de s'accroître pour les Français et les entreprises. Analyse Frédéric Doué, professeur de droit fiscal à l'université de Rouen-Normandie. La situation française est apocalyptique, que nous sommes dans une situation de déliquescence et la communication du gouvernement, c'est de nous dire « tout va très bien, Madame la Marquise ». Il y a même Bruno Le Maire qui n'hésite pas à s'auto-congratuler. Depuis 2017, notre politique économique avec Emmanuel Macron donne de très bons résultats. Réponse de Philippe Murer, de très bons résultats, croissance de 2017 à aujourd'hui 0,7% par an. Pas de croissance depuis fin 2019. Monsieur le ministre, vous mentez éhontément à tout le pays. Vous regardez les chiffres, je vous les ai distribués depuis 3 mois. Un mensonge frontal. Vous pensez que les milieux économiques vont se satisfaire de ce genre de plaisanterie? Absolument pas. Et lorsque je dis que le pays est dans une situation dramatique, que nous sommes en déliquescence, il y a des indices qui ne trompent pas, et notamment celui-là qui est effrayant. La hausse de la mortalité infantile, le signal faible qui avait alerté Emmanuel Todd sur la chute finale de l'Union soviétique dès 1976. Il n'y a que les macroniais qui diront qu'ils n'ont pas été prévenus de l'effondrement qui va s'en suivre. Oui, il y a une inquiétante augmentation de la mortalité infantile en Île-de-France.
De nombreux facteurs expliquent l'augmentation de la mortalité infantile, mais il ne faut pas oublier ce que nous rapporte Gérald Kierzek. Près d'une infirmière hospitalière sur 2 a quitté l'hôpital ou changé de métier après 10 ans de carrière. Ça nous étonne, nous scandalise, nous réveille? Même plus. Nous avons pris l'habitude de la déliquescence de l'hôpital, nous avons pris l'habitude de la déliquescence de notre société. Il va vraiment falloir se réveiller, il va falloir également des candidatures patriotes pour redresser ce pays. Je vous ai dit il y a un instant qu'il y avait des facteurs qui montraient la chute d'un homme politique, et notamment le lynchage médiatique. Mais il y a le deuxième facteur. C'est l'attitude de Gérald Darmanin, c'est-à-dire des hommes politiques de la majorité qui se révoltent contre Emmanuel Macron. À tel point que certains lieutenants d'Emmanuel Macron sont en train d'avertir Gérald Darmanin qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge. C'est par exemple Séjourné, le compagnon de Gabriel Attal, qui menace Gérald Darmanin. C'est le cas exact aussi du second couteau, Loïc Signor, qui menace Gérald Darmanin. Et Gérald Darmanin s'agace et les renvoie dans leur but. Ils sont en train de s'entre-dévorer. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Comme je l'ai dit il y a un instant, cela laissera peut-être la place à une candidature patriote. On va changer de sujet. L'information. Vous savez que nous sommes le 25 août. Thierry Breton est tout fier de nous annoncer qu'il va pouvoir nous censurer. Mais nous avons peut-être un allié dans la personne d'Elon Musk. Il vient de porter plainte contre Soros. Oui, excellent. Elon Musk vient d'annoncer par un tweet des poursuites judiciaires contre les ONG de Soros qui affirment faussement que les discours de haine augmentent sur Twitter. L'impunité doit cesser, les tentatives de censure aussi. Vous aviez donc des fausses nouvelles qui étaient propagées sur le net comme quoi Elon Musk aurait laissé les discours de haine se développer plus qu'auparavant. C'est d'ailleurs ce que n'hésitait pas à dire le journal Libération. Est-ce qu'ils étaient financés par Soros, l'Open Society? Parce qu'on a exactement le même discours. Donc Elon Musk pourrait porter plainte contre ce reportage de l'Aberration. Twitter est devenu toxique et aliénant. Une étude révèle, et c'est ces fameuses études Soros, que la moitié des défenseurs du climat et de la biodiversité ont abandonné X depuis la prise de contrôle d'Elon Musk. Traduction en français courant, l'extrême gauche n'aime plus Twitter depuis qu'elle a perdu le droit de censurer ses opposants. Il lui reste la possibilité de lire l'immonde et l'Aberration. Alors cette journaliste, au lieu de propager des fausses nouvelles, elle ferait peut-être mieux de s'intéresser à ce monsieur Drahi, son traître ses dettes. Scandale Drahi. Le JDD révèle à ses lecteurs ce que Libération cache aux siens sur son oligarque propriétaire. 60 milliards d'endettement au service du wokisme. Les journalistes de l'Aberration osent tous, c'est même à cela qu'on les reconnaît. Oui, ils sont terrorisés par la liberté d'expression. Ils veulent même en faire un délit. Je vous renvoie à Thierry Breton et sa loi sur le 25 août. On vient d'apprendre que ce n'est pas Bruxelles qui interdira les sites, mais bien Paris. C'est-à-dire que Paris s'est doté d'un arsenal européen pour faire taire toutes les voix dissidentes, toutes les voix discordantes. En même temps, on les comprend. Lorsqu'on voit Donald Trump chez Tucker Carlson, il faut absolument faire tomber Twitter. En moins de 11 heures, imaginez déjà 160 millions de vues. On parle d'ailleurs de plus de 220 millions de vues pour l'émission de Tucker Carlson avec Trump sur Twitter. Phénoménal. Les grands médias traditionnels sont complètement largués. Voilà pourquoi ils enragent et veulent la censure des réseaux sociaux. Mais le seul ennui, vous le savez, quand Trump triomphe le lendemain, il en prend plein la figure. Regardez la photo qui s'étale à la une de tous les journaux du monde. C'est la photo de Donald Trump publiée après la réservation en Géorgie. Alors c'est une traduction de Google, c'est-à-dire qu'il a été entendu par un juge, la première pour un ancien président américain. Trump s'est rendu jeudi à la prison du comté de Fulta à Atlanta. Et on lui a fait cette jolie photo. Il en est même très fier. Il l'a postée sur son site Twitter. Cela faisait bien des années qu'il n'avait plus rien posté. Ils veulent absolument faire taire Donald Trump, mais j'ai l'impression que c'est mal le connaître. Vous avez été nombreux à réagir sur la mort de Prigojine. J'ai un petit peu travaillé le sujet parce que
j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. La première version qui nous a été donnée par la presse anglo-saxonne, c'est un missile S-300. Or, il se trouve que c'était une bombe, manifestement, qui était à l'intérieur de l'avion. Et toute la presse occidentale accuse le président Vladimir Poutine. Mort de Prigojine, je pardonne tout sauf la trahison. C'est une archive glaçante d'une interview de Poutine. L'extrait d'une interview de 2018 circule sur les réseaux sociaux après la mort du patron de Wagner que Poutine avait accusé lui-même de trahison après sa mutinerie avortée en juin. Quand je veux connaître un petit peu la vérité, j'étudie le narratif qui est proposé par la presse aux ordres. Ils accusent tous Poutine, ils accusent tous Vladimir Poutine, comme ils ont accusé, par exemple, Vladimir Poutine d'avoir bombardé la centrale nucléaire de Zaporijjia. Ils accusent Vladimir Poutine d'avoir sabordé son propre gazoduc. Ils accusent Vladimir Poutine d'avoir bombardé le pont de Crimée. Dois-je continuer ? S'ils accusent Vladimir Poutine, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. D'autant qu'on a eu cette drôle d'intervention de Zelensky. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que Kiev n'avait rien à voir avec la mort présumée du patron de Wagner, Evgeny Prigojine, dans un crash d'avion la veille en Russie, sous-entendant que le Kremlin était responsable. Il est important de démentir une chose dont personne ne vous accuse. Là, cela devient carrément étrange. Et puis, l'idée que Vladimir Poutine ne pardonne pas la trahison, excusez-moi du peu, est-ce que vous connaissez un seul homme politique qui accepte d'être trahi ? Je pense que je pourrais vous fournir 200 à 300 hommes politiques de premier plan qui vous disent strictement la même chose. En effet, on attend, lorsqu'on est un chef d'État, de la fidélité. Remarquez, c'est exactement ce que reprochent certains macronistes à Gérald Darmanin. Bon, allez, soyons sérieux. Quelle est donc la version qui paraît la plus probable ? Eh bien, c'est un journaliste roumain qui nous la donne. Hier soir, le tintement des bouteilles de champagne venant de Kiev, de Washington et de Londres s'est fait entendre jusqu'à la place Rouge. C'était pour la mort de Prigojine. Le directeur de la CIA, William Burns, a prédit il y a un mois que Poutine voudrait se venger de Prigojine. Tiens, Joe Biden aussi. Si j'étais Prigojine, je ferais attention à ce que je mange. Je garderais un œil sur mon menu. Autrement dit, ceux qui ont menacé directement Prigojine, c'est William Burns et Joe Biden dans une certaine mesure, tout en faisant croire que c'était Poutine. On est bien d'accord. Christopher Steele, un ancien officier des services de renseignement britanniques, le MI6, affirme avoir appris qu'il y a quelques semaines que la liquidation de Prigojine était voulue non pas par Poutine, mais par un membre de l'élite russe. Et la réaction après l'événement de Boudanov, le chef des services de renseignement ukrainiens, parle d'elle-même. L'attaque semble être extrêmement dure pour les Russes, d'autant plus qu'au moins 2 commandants militaires du groupe Wagner sont morts avec Prigojine. Souvent, on oublie qu'il n'y a pas qu'une guerre militaire, il y a une véritable guerre de l'information. Il y a un principe qu'on apprend dans toutes les écoles de journalisme et lorsqu'on travaille sur la propagande, il faut détourner le regard du public lorsque votre adversaire triomphe. Donc, il faut créer un point de fixation ailleurs. Lorsque les Russes ont pris Bakhmout, qui était une grande victoire pour eux, eh bien, nous avons vu des commandos attaquer le sol russe. Et c'est comme ça depuis le début. Quand la contre-offensive otano-kievienne a échoué, on a eu l'épopée de Prigojine, et ainsi de suite. Alors, la question que l'on peut se poser, s'il y a ce crash de l'avion de Prigojine, c'est qu'il y a une excellente nouvelle qu'on essaie de cacher, en tout cas pour le camp russe, une excellente nouvelle qu'on essaie de cacher aux yeux des Occidentaux. Quelle est cette excellente nouvelle ? Eh bien, c'est celle-ci. Les États-Unis ont perdu l'arme du pétrole définitivement. Les nouveaux BRICS contrôlent 80% de la production de pétrole mondiale. Certains pourraient me rétorquer en quoi c'est une grande nouvelle. Ah ben c'est un changement d'air, un changement de monde complet. Les Américains avaient construit leur domination sur le monde sur une monnaie qu'on appelait le pétrodollar. À partir du moment où les BRICS sont constitués, avec leurs nouveaux entrants, des principaux producteurs de pétrole, eh bien c'est terminé parce qu'ils ont décidé également de ne plus utiliser le dollar. Vous regardez les nouveaux entrants, l'Éthiopie, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats arabes unis, avec comme capitale Dubaï, l'Arabie saoudite et l'Iran.
Et puis, il y a quelque chose que de nombreux commentateurs ont oublié. La Chine est le principal adversaire économique des États-Unis. Les Américains avaient menacé la Chine de sanctions, d'embargo. Que viennent de faire les Chinois avec ces entrées dans les BRICS? Ils viennent d'assurer les importations de matières premières. Oui, ils ont fait en sorte de ne plus dépendre des embargos des États-Unis. Alors sur LCU, dans le Figaro, ils peuvent bien baver sur le pouvoir russe. C'est une énorme victoire pour le camp russe, pour le camp chinois, pour les BRICS. Le monde occidental est en train de se marginaliser. Certains analystes allemands s'en inquiètent. Ils n'hésitent pas à écrire « Berlin est déçu du faible impact des sanctions contre la Russie ». Les Allemands sont certainement en train de s'apercevoir du succès des BRICS. Oui, effectivement, l'Allemagne peut être déçue de l'impact des sanctions anti-russes. En effet, croissance économique russe, deuxième trimestre 2023, plus 5%. Croissance allemande, 0%. Les Allemands sont en récession. Il faudrait qu'il y ait quand même quelques stratèges, quelques têtes pensantes au sein de nos nations. Allez, on va terminer par quelque chose qui va vous plaire. On va regarder le ciel. Ah, le ciel. Il y a de merveilleuses constellations. Il y a le grand chien, il y a la grande ours et puis il y a le grand désordre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette dernière facétie. N'hésitez pas à soutenir ce journal et puis je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, au revoir.